Ça y est, c'est bien. Est prêt? Merci d'être venu aussi vieux. Non. C'est significatif. On va les mettre déclarés. Il a fait exprès. C'est bon, merci. Il l'a fait exprès. Il n'y a pas beaucoup. Bon, Il faut pas dire de mensonge, hein, c'est vrai. On parle par ici. donc merci beaucoup. Nous avons le plaisir de vous présenter notre dernier né. En fait, je vais parler d'abord pour moi, Jean-Marc Bonnard. On enlève pour l'instant Claire, puisque ce dernier né, ça fait presque le 200e fils qu'on a fait avec ce charmant garçon qui s'appelle Jean-Marc. On est un couple fidèle, très fidèle. On se dispute souvent. Des fois, il m'envoie chier dans des mails. Moi, je ne supporte pas, mais voilà. Et on est content de vous présenter ce dernier né, et surtout que ça a été un accouchement difficile. C'est normal vu la dimension. Non, c'est moi qui ai emmerdé. C'est difficile parce que c'est un travail auquel Claire tenait beaucoup, pour lequel elle a dépensé beaucoup de temps, mais commence tout de suite avec les critiques, après les éloges. Mais elle était tellement pressée de le faire, cet enfant, tu sais, les enfants, il faut du temps, qu'elle nous a un peu stressés. Voilà. Il fallait le dire, je vous l'ai dit. C'est la vérité. Et on s'est stressé. Mais le résultat, il est là. C'est un pavé, un vrai pavé. Nous espérons simplement que ce pavé puisse non seulement rappeler l'histoire des trimards et des mauvais garçons, mais puisse permettre de comprendre qu'on peut faire de l'histoire autrement. Parce que l'objectif, c'est pas tellement de se rappeler mai 68, parce que tout le monde s'en fout là, je pense. Non. Voilà. Non, l'objectif pour nous, en fait, c'est de montrer qu'il y a, comme on disait tout à l'heure à une journaliste, qu'il y a une vraie culture, une culture des hors normes, les cultures des trimards, une façon d'être qui nous paraît important, et ce livre essaie de le montrer le mieux possible. Donc j'espère que la lecture que vous en ferez et que d'autres en feront nous permettra de faire d'autres enfants, parce que notre objectif c'est de faire des enfants. Voilà. Je vous remercie. Donc ici vous êtes au CEDRA, quelqu'un m'a dit c'est un centre anarchiste, ici c'est un centre pour les alternatives sociales, donc c'est pas forcément noir et rouge, etc. Mais notre cœur, il penche vers l'anarchie depuis longtemps, donc voilà. Une autre chose simplement que je voulais dire, c'est que ce soir, ce qu'on a envie avec Claire, c'est en fait de présenter le livre, de raconter comme il l'a fait, qu'est-ce qu'il a fait. Après, on peut faire pas vraiment des discussions, mais plus s'il y a des petites remarques que vous voulez faire sur telle personne, sur tel événement, mais on ne veut pas faire un débat sur mai 68. Ça, on le fera une autre fois. On a prévu de faire d'autres débats à la griffe avec d'autres livres, parce qu'ils vont sortir d'autres livres. Peut-être on fera des confrontations. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, on parle un peu des trimards, on parle du livre, on parle de Claire. Et je voudrais que vous applaudissiez Claire tout de suite. Merci. Voilà. C'est fait, ça au moins. Bon, on commence par la fin. Bon. Jean-Marc, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose comme éditeur? Non. Pour une fois que tu devrais parler. Non, mais j'ai rien à dire. Non. Bon. Eh bien alors, écoutez, bonsoir à tout le monde et merci à tout le monde d'être là. Des jeunes, pas tellement, mais quelques-uns un peu plus jeunes que d'autres quand même. Bon, des vieux, bon, voilà. Bon. Quelques-uns, merci d'être là. Des connus, des inconnus. Bon, à tout le monde. Et voilà, nous sommes contents tous les trois, les éditeurs et moi, que le livre ait eu le temps. C'est vrai que j'étais pressée pour un point, je vais vous dire, que le livre ait eu le temps de sortir
maintenant et non pas au mois de mai, car au mois de mai, ce sera le cinquantenaire de mai 68 et il se prépare une avalanche de titres partout. Et tout le monde sera dégoûté rien qu'à l'idée de parler de mai 68. Donc là, ça nous laisse 5 minutes pour souffler, pour avoir le temps de se raconter un peu des choses avant d'être accablé par cette avalanche. Donc c'est pour ça que j'étais contente, et comme dit Mimo, je les ai un peu pressés pour que ça ne soit tarde pas trop. Voilà. Bon. Alors écoutez, oui, le livre, il annonce Trimard, pègre et mauvais garçon. Bon, donc et c'est vrai qu'il est question de ces gens-là. Mais il est également question de ceux qui les ont soutenus, aidés, accompagnés de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc c'est un angle de vue qui démarre sur un point absolument paradoxalement occulté de mai 68 en France et à Lyon, et qui élargit à un certain nombre d'autres personnes, dont certains sont ici même, font une entrée fracassante en scène, on le salue bien bas, et d'autres, voilà, la fine équipe est en train de prendre place, voilà. Bon, voilà. Donc, je vais vous raconter dans un premier temps l'histoire de ce livre quand même, comment est-ce qu'il s'est, comment, pas seulement je l'ai écrit, mais comment il s'est fabriqué. Voilà. Tout ça commence avec ma redécouverte, pour ne pas dire ma redécouverte du manuscrit initial des Trimards, des Trimards nominatifs, c'est-à-dire Michel Raton, Marcel Munch et Michel Mougin, dans mes papiers de mon héritage, et j'avais complètement oublié ce livre, et je trouve ce manuscrit, j'ai mis de nombreuses années avant de l'ouvrir, je l'ai ouvert il y a, mettons, 5 ans, je ne sais pas quoi, et là je me suis aperçue que c'est absolument incroyable, il faut publier ce livre qui avait été préparé en 1971 et qui n'a pas pu être publié. Ce livre a été préparé par Françoise Routhier, Sylvain Massé, Alain Massé dit Sylvain, Alain Thévenet, ici présent, là, qui a participé à une interview, Christobal Barnard, ici présente, qui a participé à l'interview de Munch, donc quelques personnes encore présentes, bon, et il a été mis en forme, travaillé par un comité, dont beaucoup sont ici, un comité qui s'est créé à Lyon en 1969, Comité lyonnais pour la libération des prisonniers politiques, dont l'objectif était de tirer Michel Raton et Marcel Munch et Michel Mougin de prison, car ils étaient en prison. J'y reviendrai, mon discours est certainement très décousu, excusez-moi. Bon, voilà. Donc ça, c'était le manuscrit original. Un jour, je trouve ce manuscrit, je me dis, il faut le publier. Bon. Et puis, en le ressaisissant, donc, à l'ordi, je me dis, mais tu ne peux pas le publier comme ça, personne ne va rien comprendre. Tu ne peux pas brut de coffre. Donc, il faut expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ce manuscrit. Et il se trouve que, par une autre voie, j'ai hérité des archives de Françoise Routhier. Françoise Routhier m'a donné ses archives. Françoise Routhier, la plupart d'entre vous ne savent pas qui elle est. Elle est présentée, pour ceux qui auront le temps de le lire, un peu dans ce livre. Bon. J'ai hérité des archives Françoise Routhier parce que nous étions à Paris ensemble et que dans les années 1980, il est où? Jean-Louis. Ben oui, mais si, je l'ai vu, on sait. Bon, et puis on attend Arnaud. On attend Arnaud qui va arriver. Arnaud, c'est le fils de Françoise Routhier et de Sylvain. Il va arriver. Bon. Et donc, à la fin des années 88, s'est constituée une association des mémoires de 68 qui m'a demandé des archives et Françoise Routhier m'a dit, voilà mes archives, je te les donne. Bon. Et donc, elle m'a donné ses archives et ça a pris très 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 longtemps, ça fait 20 ans qu'elle a disparu, ça m'a pris encore très très longtemps avant de récupérer ses archives. Je suis allée chez elle pour consulter ses archives en pensant faire comme d'habitude. Quand un historien travaille aux archives, il va dans les archives et il étudie sur place. Aujourd'hui, c'est en train de changer, les gens font des photos et ils embarquent les documents chez eux. Mais nous, on ne faisait pas comme ça, jadis. Bon, je pensais aller travailler dans la maison de Françoise ses archives lorsque j'ai pris conscience de l'ampleur de ces archives. Des archives, mais monumentales, énormes.
qui couvre la période 1956-1989. Donc j'ai dit à son fils, écoute, est-ce que tu me permets d'emmener ces archives? Oui, oui, oui. Nous sommes donc allés un beau jour, avec Christian Lyotard ici présent et sa camionnette, déménager les archives de Françoise jusque dans la maison où habitait ma mère à la fin de sa vie, à Francheville, où elles sont restées pendant 1 an et quelques, 2 ans peut-être, et où j'ai entrepris de les traiter, ces archives. C'est-à-dire d'abord faire l'inventaire, il y a quoi dedans? Alors, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il y a quoi dedans, parce qu'on n'en finirait plus, mais il y a beaucoup, beaucoup. Et donc, j'ai écarté toute la partie sur laquelle je n'avais pas l'intention d'aller travailler, c'est-à-dire ce qui Parti communiste français en 1956 jusqu'à 1966, à peu près, tout ça j'ai mis de côté. Et puis alors après, il y a la partie qui est proche de mai 68. Ça, j'ai fait cet inventaire. Et en faisant cet inventaire, je me suis aperçu qu'il y avait toute l'histoire, bien sûr, du manuscrit initial du comité lyonnais, mais aussi des archives sur mai 68 que vous ne pouvez même pas imaginer. Des archives dont tout le monde peut rêver. Car Françoise, elle avait 11 ans de plus que moi, donc elle n'avait pas la même position que des gens comme moi en mai 68. Bon, elle avait déjà quasiment 30 ans, elle était née en 1940. Bon. Et par exemple, quand on a dû évacuer la fac, Françoise a récupéré, à la fac, il y avait une salle qui était le comité d'occupation de la fac, le comité de coordination. Et dans cette salle, on punaisait, on scotchait, on mettait au mur des informations du jour pour s'organiser. Tu te rappelles? Et, par exemple, il y avait tel numéro de voiture est une voiture de flic, attention, etc. Il y avait tel ouvrier, tel comité ouvrier demande 2 étudiants du 22 mars pour discuter à telle usine. Bon. Françoise Routhier a récupéré tous ces petits papillons manuscrits du comité de coordination et a tout archivé. C'est absolument formidable. Des tracts à n'en plus finir, etc., etc. Et c'est ainsi que ce livre est le résultat de, si j'ose dire, 4 cercles concentriques. D'abord, il y a le manuscrit originel du comité lyonnais pour la libération des prisonniers politiques. Ensuite, il y a l'histoire de ce comité. Ensuite, il y a l'histoire de mai 68 et du 22 mars. Et ensuite, il y a en plus tous les interviews que j'ai adjoints de personnes vivantes, de copains, d'amis, que j'ai pour augmenter le témoignage de ces archives écrites, archives internes au mouvement, et en plus, soudain, je ne sais plus très bien comment, mais enfin, toujours est-il que j'ai demandé l'autorisation d'aller consulter les archives de police. D'habitude, on fait l'histoire sociale à partir des archives de police. Toujours. Les ovalistes, on a fait à partir des archives de police. Je suis allée aux archives, où j'ai déposé les archives de Françoise, et avec les archivistes, j'ai identifié tout ce qui pouvait être intéressant pour la période. On a identifié toute une série de documents. Elle m'a dit, ça, je ne peux pas vous le montrer, ça, je n'ai pas le droit de vous montrer, ça, ça, il faut une dérogation, ça, c'est en accès libre, etc. J'ai demandé l'autorisation de consultation spéciale, c'était ce qu'on appelle une dérogation, avant que ça ne devienne en accès libre, ce qui finira par arriver, car les archives sont du domaine public, ne l'oubliez pas. Et, à ma plus grande stupeur, pour ne pas vous donner de détails, j'ai obtenu cette dérogation. Alors là, j'étais absolument estomaquée, et me voilà plongée dans les documents de police, et d'ailleurs, le camarade Norbert m'a un jour vu, au cours d'une manifestation, j'étais en train de dépouiller mes manifs qui passaient devant les archives, j'étais en train de dépouiller mes archives, c'était, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que c'est, que consulter et étudier des archives de police d'un événement auquel vous avez participé. C'est pas du tout pareil que la grève des ovalistes au XIXe siècle. Ça m'a valu beaucoup, beaucoup d'émotions, tout ça. D'autant plus que la première archive de police que j'ouvre, je vous le donne en 1000, le premier document, la première feuille, c'est présenté au commissariat ce jour à telle heure, le dénommé Alain Massé, qui nous dit qu'il est persécuté par l'extrême droite et qu'il nous demande sa protection. Et nous l'avons conduit au pavillon N
de Grange Blanche, où d'ailleurs il n'a pas été retenu. Alors vous imaginez, vous me voyez un peu devant cette archive de police, donc je me dis, mais qu'est-ce que je vais trouver hein? Bon, Alain Massé, pour ceux qui ne le connaissent pas, dit Sylvain est l'un des innombrables protagonistes de mai 68 à Lyon, et en particulier du mouvement du 22 mars. Et donc, c'était heureux que j'ai trouvé cette archive, mais après ça m'a été confirmé oralement, car Sylvain, qui dit par ailleurs aux gens « j'ai été arrêté », n'a jamais été arrêté cette date-là, puisqu'il était en crise de paranoïa, et il s'est présenté lui-même à la police. C'est pour vous dire. Donc, oui, mais Sylvain aussi, quand il faisait dans les AG, il a quand même pris parole une fois en disant point d'information, les sous-marins remontent le Rhône. Oui, c'est vrai. C'était Sylvain. J'ai entendu. Hein. Mais c'était bien, mais c'était de l'humour. Il en faut de l'humour. Alors, alors voilà. Les sous-marins remontent le Rhône. Donc, autour de cette matière, aussi bien... On l'avait bergé en Italie. Voilà. Chez nous. Oui. Alors attendez, je ne vous ai pas encore dit. Oui, ça ne m'étonne pas. Alors, avec toute cette matière de documentation des archives de Françoise du mouvement, plus les archives de police, que je savais pour sûr qu'ils avaient pris une part active dans le mouvement de mai. Parce qu'il y en a qui nous racontent n'importe quoi. Ils étaient partout, toujours, depuis tout. C'est absolument faux, on ne les a jamais vus. Bon. Donc moi, je voulais, pour ne pas avoir à m'embêter avec ça, l'identification des gens, j'ai pris volontairement une dizaine d'amis dont je connaissais à coup sûr la trajectoire pour leur demander leur témoignage. C'est la raison pour laquelle, avant tout, ce livre n'est pas une histoire de mai 68 à Lyon. Pas du tout. C'est pas l'objectif. C'est absolument pas l'objectif. D'autres le feront très très bien. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est l'histoire de ce que je connais et de ce qui m'a intéressé, c'est-à-dire un accès très minoritaire par rapport aux universitaires, aux médias, etc., sur mai 68, c'est-à-dire l'angle à partir des amis et de ceux que j'ai connus. Donc, je le répète, ne cherchez pas une histoire complète, globale de mai 68, ça ne l'est pas. Il y a des tas de gens qui ont joué un rôle à leur mesure, qui ne sont pas là-dedans, que j'ai délibérément ignoré. Il y a des choses qui ne m'intéressent pas. Bon, voilà. Voilà. Ça, c'est... Que vous dire d'autre sur la fabrication de ce livre? J'ai donc, pour Lyon, si vous voulez, par exemple, dans les archives de police, pour Lyon, pour identifier les trimards, parce que rapidement j'ai voulu faire une étude de ce que c'est que ces gens-là, sociologiquement je dirais. Qu'est-ce qu'on appelle des trimards? Qui est ce groupe de gens? Bien au-delà du seul, comment dirais-je, des seules personnes qui ont été retenues par les médias et qui ont été inculpées, que tout le monde sait, dont je vous à peine prononcer le nom pour ne pas retomber dans les stéréotypes. Je voulais dresser un portrait sociologique. Qui sont ces gens? Dans la perspective d'étudier ultérieurement quel est le rôle du lumpenprolétariat dans les émeutes et dans les révolutions. C'était ça la question, on va dire, théorique du livre. Bon. Alors pour Lyon, c'était assez facile pour moi, parce que dans les archives de police, quand ils arrêtent des gens au pont Lafeuillé, je sais qui sont ces gens. Je le sais, je le dirais implicitement, parce que je sais que les trimards étaient au pont Lafeuillé, etc. Mais pour Bordeaux, pour Paris, je n'ai pas pu faire comme ça. Parce que j'ai demandé également les archives de Bordeaux, de Nantes et de Paris, pour comparer les autres. Et là, dans ces villes-là, je n'avais pas la connaissance interne, implicite, suffisante pour identifier, parce que quand les flics arrêtent des gens, ils ne disent pas trimard quand même. Il est très rare. Des fois, ils disent SDF, ce qui en général ne veut rien dire, ce ne sont souvent pas des SDF, mais bon. Mais ils disent quand même rarement trimard. Quelquefois, ils disent blouson noir, parfois bitnik, mais souvent, ils ne disent pas. À Lyon, je peux le déduire parce que je connais, mais à Paris, Nantes, Bordeaux, j'ai eu plus de peine à identifier au-delà de ce qui est vraiment écrit dans les documents. Donc c'est pour ça aussi que ce livre, bien au-delà de ce qui se passe à Lyon, parle également d'autres villes, qui sont les villes de Nantes, de Bordeaux et de Paris,
Mais évidemment, les premiers lecteurs qui ont commencé à lire ces chapitres concernant les autres villes que Lyon, ils sont un peu frustrés, ils trouvent qu'il n'y en a pas assez. Mais ce livre n'a jamais dit, je n'ai pas la plus petite idée, de clore le débat. C'est au contraire une ouverture. Évidemment qu'on pourrait augmenter à l'infini les recherches, améliorer, préciser, etc. Donc, en aucun cas, il n'est question de clore le débat, c'est juste une ouverture. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Est-ce que... Bon, alors nous avons la chance, là, aujourd'hui, d'avoir parmi nous d'abord plusieurs personnes qui ont participé à mai 68, et également plusieurs personnes qui ont participé au livre. Il y en a déjà un certain nombre, et d'autres qui vont arriver. Donc, ces personnes, je les ai sollicitées les uns et les autres en vertu de ce qui m'intéressait. Ceux qui ont surtout soutenu les trimards dans l'occupation de la faculté, c'était surtout les gens du 22 mars, des gens du 22 mars et non pas tout le 22 mars. Mais il y a eu aussi, grâce à Alain Charnot, Morditch, nous le savons, il y a eu aussi un soutien de poids qui n'était pas du tout anarchiste à proprement parler, mais qui était Michel Crétin. Michel Crétin quand même. Bon. Michel Crétin qui était maoïste, on peut dire comme ça, pro-chinois, ouais. Et qui, d'après ce témoignage, n'a pas lâché les trimards d'une semelle pendant tout le mois de mai à la fac. Donc c'est important quand même de dire que les contours ne sont pas aussi tranchés qu'on peut se l'imaginer. Bon, par exemple, Michel Crétin, donc tu pourras nous reparler de Michel Crétin quand... Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Donc, voilà, les personnes... Alors, autre chose. Ces interviews que j'ai menées avec une dizaine d'amis, de copains, les trois quarts, la plupart, ce sont de longues interviews où ils racontent toute une série de leur histoire politique. Bon. Et évidemment, cette histoire politique, elle n'est pas dans le livre. Parce que si je commençais à mettre toute l'histoire politique entière de tous ces témoins, les trimards, ils étaient noyés, on n'en aurait plus du tout parlé. Mon sujet central, c'était quand même le lumpen prolétariat, qui sont ces gens. Et donc, raison pour laquelle, peut-être qu'un jour, on va voir sous quelle forme on fait ça, mais ces interviews restent, par exemple, avec Charnot, comme nous disions, on a fait 2 interviews, chacune 2 heures ou 3 heures. Bon, et etc. Daniel, au moins, je ne sais pas combien d'heures on a fait. Bon, Christo, au moins 3 heures, voire plus. Donc, évidemment que tout ça n'est pas dans le livre, parce que si c'était c'est un autre livre. Donc, ceci reste ouvert pour l'avenir. On pourra ultérieurement... bon. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ces interviews existent comme archives. Même si la totalité n'est pas exposée, moi, en tout cas, j'ai le sentiment, pas du devoir accompli, mais d'avoir fait une chose que je voulais faire depuis longtemps, collecter des archives pour entretenir cette mémoire collective et que ça soit accessible, au moins dans l'avenir, aux jeunes. Que ce ne soit pas toujours les mêmes qui parlent et qui nous rabotent l'histoire d'une manière uniforme et éventuellement biaisée, mais que au moins ces témoignages des personnes, si j'ose dire réelles, existent quelque part. Et donc mon projet, ça sera de les déposer au CIRA de Lausanne. Voilà. Il y aura au CIRA de Lausanne, il y aura j'en ai déjà mis d'ailleurs certaines. Les archives seront accessibles de ces entretiens-là pour l'avenir. Et alors, je suis allée travailler au CIRA de Lausanne, Centre international de recherche sur l'anarchisme, et quelle ne fut pas ma stupeur, j'y allais pour lire des interviews que j'avais fait moi, des anarchistes en 1970, dont j'avais besoin d'extraits concernant les trimards. Et quelle ne fut pas ma stupeur lorsque, arrivant à Lausanne, Marianne Henkel m'avait préparé 3 cartons hauts comme ça, dont j'ignorais entièrement l'existence, il va de soi, les archives de Sylvain, qu'il avait déposées à Lausanne, il y a je ne sais pas combien d'années, toutes relatives, et donc entre les archives de Françoise, qui sont aux archives départementales du Rhône, mais que je n'ai pas ouvertes en accès libre, attention, elles ne sont pas accessibles. Ce qu'on veut savoir est dans ce livre, et pour le reste, on attendra. Et les archives de Sylvain se complètent, bien entendu, et j'ai trouvé des choses supplémentaires qui n'étaient pas dans les archives de l'un, enfin bon, ils se sont... Voilà, et donc, on a quand même une belle documentation. En plus, on a
un début d'archives de Nerslo, qui était également un militant du groupe Bakounine de Lyon et actif en mai 68, Nerslo, qui également a déposé un début d'archives à Lausanne. Donc il ne peut pas être là ce soir parce qu'il a des ennuis par-dessus la tête, il est en deuil, mais il sait que nous sommes là. Et voilà, et donc je pense que par rapport aux célébrations des décennies précédentes, maintenant il y a quand même des gens, j'allais dire un peu plus près, un peu plus impliqués à l'intérieur de l'événement, qui commencent quand même à s'exprimer, à prendre la parole. Ça va nous offrir un autre regard que ce qui a pu être lu dans les décennies précédentes. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc, à partir des archives de Françoise Routhier. Alors, donc, il est bien entendu que ce livre est subjectif et partiel. Il ne boucle pas la totalité du sujet. Par exemple, il y a un chapitre sur mai 68 à Lyon. Bon, ce chapitre n'est pas le résultat d'une étude exhaustive sur tout. Il est le résultat unique des archives de Françoise. C'est-à-dire qu'elle a collecté beaucoup de tracts. Ce qu'il y a dans les archives de Françoise est dans le livre, et ce qu'il n'y a pas n'est pas dans le livre. Je n'ai pas rajouté des choses supplémentaires. Je ne me suis pas amusée à corriger. Elle a fait par exemple, elle a fait un calendrier récapitulatif de mai 68 à Lyon. Évidemment, il y a très peu de choses finalement dedans par rapport à ce qu'on pourrait mettre. Mais je n'ai pas corrigé, ça n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de rester dans cette subjectivité et ces éléments fragmentaires, partiels, personnels qu'on a, qui ne sont pas la totalité de tout, mais qui sont un angle de vue. Et quand même, Françoise Routhier, vous êtes plusieurs personnes ici à l'avoir bien connue, donc dans tous les cas de figure, elle méritait, ce me semble, largement qu'on on la rappelle, et je suis très contente parce qu'il y a une photo absolument magnifique que nous a donc communiqué son fils, et qui est une très très belle photo qui lui fait tout à fait honneur. Et voilà, celle-ci est magnifique. Cette photo de Françoise est absolument magnifique. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu. Donc écoutez, dans quel sens est-ce que vous voudriez diriger le débat? Est-ce que des questions? Comment on fait pour recommencer? Voilà, ça c'est une Commence à question. tirer le fil, après ça va venir. Ça c'est une question. Oui. Moi, je vais répondre à monsieur qui vient de parler. C'est vrai qu'à Lyon 2, à l'université, Oui. depuis une semaine, il y a des étudiants. Oui. Donc, ils ont une organisation magique. Ça Oui. fait quelques jours que j'y suis. Mhm. Il y a un élan, il y a une réelle énergie. Donc, il y a une émulation. On est des alters lyonnais. Et c'est contre le macronisme. Parce que le macronisme, c'est une vaste connerie. Excusez-moi, je ne mâche pas le mot. On est dans un local anarchiste comme on dit toujours. Après, Mimo, il dit voilà, j'espère que ce livre fera des petits. Moi, j'espère surtout, je le dis à tous, je ne sais pas à qui j'ai affaire, mais j'espère que voilà, tu as un pavé, tu vas sur ton bureau. Moi, je ne vais pas mâcher mes mots. On est des trimards. Les trimards, j'avais même des chansons pour égayer ton propos que j'ai passé à la manif le 16 novembre. J'étais à la manif, j'ai fait toutes les manifs dernières. Il y a pas mal il y a un élan de mai 68, je lirai ton bouquin parce que ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, les alters lyonnais, ça se construit. On va aussi penser à d'autres façons de faire, parce qu'il y a des choses à prendre, j'imagine, dans ton bouquin. Et voilà, c'est pas un avertissement, mais c'est juste pour vous dire, il y a des choses qui existent. Et non mais écoute-moi, j'étais avec 700 watts de son la dernière fois. La prochaine fois, je serai avec des kilos et je vais mettre Place Bellecour. Il y aura le 1er mai 2018 les 50 ans. On va mettre un sound system, ça va s'entendre de partout. Si c'est pas en 2018, ça sera en 2019. Parce que ce qui fait Macron, c'est inadmissible. Voilà. Et là, je vais aller à une manif. Il y a une autre manif là, au terreau, là, juste il y a un cabu à 20h. Donc voilà.
Mais on peut parler du bouquin. Une autre question. Moi, Oui, je me oui. suis écarté, Non, mais- Parce que ce qui se passe à Bron, soyez-en sûrs, Oui, oui, c'est oui. des gens qui ont une Oui. énergie formidable. Mais il Ils fallait sont que- soutenus par la présidente de l'université. Et il y a un élan, et ça va venir de là. Il fallait que quelqu'un le dise, et celui qui le dit, c'est quelqu'un qui est dedans, bon, c'est normal. Dany. Alors, moi, je suis sollicité pour présenter ton livre à Nanterre. Alors, Oh je t'emmènerai avec moi. Hein. Alors explique-nous un peu. C'est des étudiants qui m'ont dit ah, mais c'est intéressant. Est-ce que vous pourriez pas, vous qui avez participé, venir voilà. Alors, Donc, je vais leur expliquer le Mélionnais à Nanterre. Si tu veux. Ah. Les nouveaux étudiants, quoi. Bon, alors, Françoise Routier, plusieurs d'entre vous qui êtes là ont été proches d'elle avant mai 68. Alors, on pourrait commencer par là, si vous pourriez nous dire quelques mots d'elle avant mai 68, vous qui avez été proche d'elle avant mai 68. Allez, qui c'est qui se lance? Bon, ben moi je veux juste Allez, dire- vas-y, voilà. Ben non, mais j'ai connu Françoise en 67, et puis j'ai habité avec elle, j'étais chez elle, quoi, donc voilà. Et c'était à Baraban, et à Baraban, il y avait les réunions de la JCR chez Françoise, jeunesse Communiste révolutionnaire. C'était des réunions informelles comme ça, mais il y avait des discussions. Et puis donc il y avait plein d'étudiants qui venaient, qui parlaient, et puis voilà. Et puis moi je me souviens juste que Françoise, elle me disait par exemple, oh là là, dépêche-toi, va vite me chercher le Monde, il doit sortir. Moi je partais en chemise de nuit, lui acheter le Monde le soir, le Monde de Paris quoi, tu vois, qui arrivait le soir. Et puis, ben voilà, moi, c'est mes souvenirs avec Françoise, et puis ces réunions, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai appris un petit peu. Enfin, moi, j'étais pas du tout politisée, parce que j'avais été élevée dans une famille bourgeoise, place Jacobin et tout ça. Alors, je connaissais rien à la politique, je savais même pas ce que ça voulait dire. L'histoire, j'étais chez les bonnes sœurs, alors ce qu'on m'a raconté, c'était à travers un certain horizon. Et donc, je savais rien. Mais en fait, j'avais envie de savoir. Donc, quand je suis allée à ces réunions, comme je vivais chez Françoise, je m'étais un peu échappée de chez mes parents et ben, j'apprenais. Et finalement, c'est comme ça que j'ai appris. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. C'était en novembre 68. Françoise, on avait été à Mâcon distribuer des tracts. En 67, je veux dire. On avait été, il y avait la chanteuse là qui était. Colette Mani. Voilà, Colette Mani. On avait été là-bas. Et on buvait des canons. Ah, moi j'y suis allée pour le vin blanc, hein, parce que là, le reste. Et comment t'es arrivée chez Françoise? Parce que par contre, quelqu'un m'a parlé de Françoise. Bon, qui c'est qu'il y avait à Baraban? Il y avait Jean-Marc Blanc, Berne, et puis moi et Françoise. Moi je faisais des potions. Et Lardy. Et Lardy. Oui, mais Lardy, il n'était pas tout de suite. Hein. Lardy, c'est un cruce comme ça après, mais c'était comme ça. J'étais l'invité. Dany. Bon, ben, moi, j'avais 18 ans, je me suis fait draguer devant le lycée Ampère. Et par Delaveine. Hein, Ah oui, notre Jean-Louis Delaveine. Et Lardy. Hein, il distribuait le journal de la JCR d'Ampère. Donc j'étais avec un copain et ils nous ont invités à venir à une réunion, puis après à une autre, et puis on a participé aux manifs sur le Vietnam à l'époque, je me souviens de ça en 67, une grande manif. Et puis donc il y a eu une expédition de toute la troupe en Allemagne. Hein. Ah oui, à Berlin. Et c'est Jean-Marc qui avait conduit, Jean-Marc Blanc qui avait conduit tout le long à l'aller et au retour. Moi je n'ai pas pu y aller, mes parents ne voulaient pas. À l'époque Moi on non était plus. mineurs, 18 ans, on ne savait pas ce qu'on voulait. Ouais. Et il nous avait raconté ça comme une épopée, quoi. Parce qu'en Allemagne, les manifs, c'est pas du tout comme chez nous. Des manifs très dynamiques, ils couraient, ils attaquaient, ils prenaient pied dans la rue, quoi, à toute vitesse pour Ça pas faisait se faire envie, attraper, ouais, mais par bande, quoi. En criant Che Guevara, Che Guevara. Non, mais c'est vrai, ça c'est vécu, quoi. Le mouvement de la paix. Et toi, Christian? T'étais aussi chez Françoise à Baraban avant Je 68. crois qu'au départ, c'est par une histoire de fille. Ah. J'avais rencontré Marie-Paul une fois ou deux. Ah oui, Marie-Paul Petit. Et puis en fait, par Marie-Paul, je me suis trouvé avec le Jean-Pierre Berne. Voilà. Bon, ben. Ouais, mais c'est comme ça que Voilà, et ça se puis passe. après, je sais pas, j'ai dû monter du Baraban. Et puis, comme on en parlait un peu avec Daniel, je sais pas, on connaissait pas grand-chose. Et rue Baraban, ben, il y avait une espèce
d'effervescence. Donc rue Baraban, quand même, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'était l'adresse de la colocation que partageait l'année 67-68 Françoise Routier avec 2 autres personnes. Ils co-louaient à l'époque déjà Jean-Pierre Berne, qui est aujourd'hui décédé, et Jean-Claude Lardy, qui n'est pas décédé, et que vous verrez dans les manifs. Voilà. Et c'était le siège, en quelque sorte, de la JCR et le siège de toutes ces assemblées dont Christo parle. Il y avait ce côté JCR. Bon, mais ça veut dire qu'on était au courant à la rue Baraban de ce qui se passait en Allemagne, ce qui se passait en Pologne. Oui, parce que c'était élargi en fait. On ne parlait pas que de la enfin, on parlait de tout, enfin, du vécu, quoi, de ce qu'il y avait. Françoise connaissait Félix. Félix Baccari, bien sûr. Voilà, donc il y avait plein de choses qui arrivaient dans ce livre. Et alors, je voudrais demander à Alain Thévenet, parce qu'il n'existait quand même pas que la JCR, Jeunesse communiste révolutionnaire, à Lyon, avant 68. Il existait d'autres groupes. Il existait des groupes anarchistes, on va en parler, et il existait des groupes maoïstes, on pourra également en parler puisque vous êtes ici. Bon, et donc il y avait le groupe Bakounine, et je crois, Alain, que tu peux parler de ce groupe Bakounine, et notamment nous dire, est-ce que tu connaissais Françoise, quand est-ce que tu l'as connue, comment se fait la jonction? Alors je ne sais plus exactement comment s'est fait la jonction, c'est vrai que moi, je faisais partie du groupe Bakounine, anarchiste, etc. Avant mai, hein, on est avant mai 68. Oui, hein. Qui s'est autodissous dès le début de mai, parce qu'on s'est dit, à ce moment-là, il se passe des choses qui comment dire, qui dépassent les simples organisations, qui font que... Donc après, effectivement, j'ai rencontré plein de monde, quoi, aussi dans les assemblées. Et un truc qui m'est revenu, comme je ne sais pas, en rapport direct avec Françoise, mais je me souviens un moment dans les cadres de l'université avoir rencontré des trimards aussi. Mais on ne sait pas, comment dire, on se méfiait les uns des autres, je pense. On ne se connaissait pas. Et c'est après, effectivement, au moment d'interviewer, c'était qui, un Braton, je crois, oui. À Tassin. Oui, à Tassin, exactement. Oui. Qu'il y a des rapprochements qui se sont faits, y compris pour la suite des choses. Moi, j'étais déjà plus étudiant à cette époque-là, je travaillais depuis 1 an. Donc, j'étais un peu en porte-à-faux. Effectivement, dans le groupe Bakounine, il y avait Merslow, il y avait d'autres copains. Le grand Le grand Enfin bon, il y avait... Moi, je crois que ce qui a fait que les gens ils sortaient de leur groupe, c'était que quand il y a eu le mouvement du 22 mars, en fait, dans ce mouvement-là, qui que ce soit qu'on était, étudiant, pas étudiant, eh ben, on avait envie de se regrouper, en fait. Et je sais pas, c'est le mouvement du 22 mars, pour moi, ça restera vraiment c'était le mouvement, quoi. Peu importe ce qu'on était, un art ou pas un art, ou communiste ou pas, ou pro-chinois, c'était le mouvement du 22 mars en fait. Tu nous dirais quelques mots, Alain, des Chinois, l'année qui a précédé 68, enfin 67-68, pour qu'on se rende compte un peu. On était nombreux ou très nombreux depuis 66, mais on avait décidé depuis 67, et ça c'est important, quasiment d'abandonner le terrain universitaire. Donc on était sur les usines pour créer au début des comités CGT des classes, après des comités de base, et on n'était que quelques-uns à rester à l'université. Moi j'étais des copains comme Michel Cretin, parce que... Pourquoi? Je ne sais rien. Parce qu'il avait envie d'y aller, quelques autres amis, on n'interdisait pas, mais on était sur les comités. Moi je sais que je travaillais sur des trucs qui après coup apparaissent comme assez délirants. On a créé des syndicats CGT de lutte de classe de mariniers. On était sur le port. De mariniers, oui. Des mariniers, ceux qui étaient dans les péniches. Voilà les péniches. Donc on faisait beaucoup ça, on venait en fac de temps en temps. On avait connu, ces groupes similaires, ça, une petite scission. Vous entendez au fond? Vas-y Alain. C'est anecdotique. On avait connu une petite scission, et c'est assez drôle dans le paradoxe de l'histoire, de copains fondateurs du CML qui avaient rejoint le PCMLR et qui tout de suite sont allés au 22 mars. Alors que c'était les plus staliniens, c'est-à-dire c'était la frange qui nous reprochait d'aller, enfin,
donc, cette filiation des cristaux. Non, mais comment, pourquoi? C'est parce que je crois que les cristaux aussi, on peut l'expliquer. Ça veut dire que ces gens avaient envie d'action, ils ne voulaient pas aller vers les usines, ils étaient un peu sur la fac, donc ils sont rejoints le 22. C'est aussi bête que ça. Il ne faut pas chercher des trucs très compliqués. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça, en fait. Il a raison. Hein. Et juste au moment où il s'en va... Ce qu'on n'a pas compris, nous, du côté... Parle plus fort, Daniel. Ce qu'on n'a pas compris, je dis, c'est... vous avanciez des mots d'ordre, finalement, auxquels on pouvait adhérer, c'est-à-dire les étudiants, la campagne, se former auprès des... Vous voyez, tous les mots d'ordre. Moi, j'ai relu après l'écrivain qui a travaillé sur la Chine, tu sais, comment il s'appelle Oui, Simon Leys. Oui. Donc c'est intéressant parce qu'il montre bien comment, aussi aujourd'hui, des mots d'ordre finalement peuvent être complètement renversés. On parle du macronisme, je sais pas, c'est toi. Ouais. Comment on peut prendre des mots d'ordre révolutionnaires pour en faire des mots d'ordre staliniens ou bureaucratiques ou de lutte entre... Non, moi c'est pas un mot d'ordre. C'est qu'en ce moment, les syndicats, que ça soit dans tous les milieux, privés, publics, que ça soit dans l'enseignement, dans le médical, de toute façon je vais y aller, je vais aller à une manif à 20h. Non, mais on t'écoute. Juste un dernier truc. C'est dans tous les milieux, là il y a de la casse sur les APL pour les étudiants, il y a de la casse chez les retraités, il y a de la casse dans le privé. Dans le privé, les lois Macron, c'est plafonnement au prud'homme. Ça veut dire que le salarié qui se fait avoir, et ben il n'y a même plus de dialogue pour dire c'est le patron, il lui file les billets et c'est ciao, tu signes et tu te barres. Alors là, on est devenu un système d'exploitation du travail, ça devient de pire en pire. Donc là, les lois Macron, attention, c'est pas un mot d'ordre. Là, ce que je te dis, c'est que ça impacte tout le monde. Macron, c'est un vaste fou. Voilà. Oui, mais tu penses que les gens, ils feraient quoi, par exemple? Tu vois, juste pour dire, les gens qui sont avec toi, ils auraient envie de faire quoi? Que des manifs? Là, on verra bien. Ouais, voilà, parce que je dis que des manifs. Non, mais t'inquiète pas, j'ai des idées. Ça va pas nous mener bien loin. Hein? Merci. Quoi? Merci. Si tu mets 2 kilos de son, place des cours, je te dis que le 1er mai, on sera. Ouais, on y sera. Mais on y sera. Mais toi, t'es une fille et t'as aucune foi. Donc faut avoir la foi déjà. Oh, d'accord. Alors là, tu sais pas à qui tu parles. Déjà, faut avoir alors là, dans son cœur la confiance et la foi. Tu sais, non, merci d'être venu. Croyez bien, je suis mouvement politique. Que Macron, c'est bien pire que ce qui se passe en mai 68. Merci d'être venu. Bravo les jeunes. Bon, Fernando, tu peux nous dire un mot sur comment tu as rencontré le groupe Bakounine? Ah bah moi je m'étais tiré de chez moi, j'avais 14 ans et puis je débarquais rue Vendôme. Il y avait quoi rue Vendôme? Bah, c'était le local. Hein. Explique. Et, les gens ils savent pas. Je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré Sylvain. Après arrivé, il y a eu une réunion. Moi j'étais là comme bien timide contre le mur, j'écoutais. Et j'ai commencé à me former grâce à eux d'ailleurs. Oui, forcément. Et donc en fait, ils m'ont adopté, ils m'ont accepté tout de suite comme ça, sans rien savoir. J'ai reçu beaucoup de chaleur de leur part et c'est là où vraiment je suis rentré un peu dans le mouvement grâce à eux. Voilà. Puis après, bon, 2 ans après, arrivé 68. Voilà. Puis à l'époque, bon, quand je suis arrivé chez eux, j'étais à la rue parce que je me tirais de chez moi et ça, je ne l'aurais jamais dit. Quoi. Oui, il ne le savait pas. Mais par contre, dans le bouquin, tu as parlé de 2 ans. Non, c'est pas 2 ans. Hein. J'y suis resté à peine de 3 mois. Alors, j'ai vu arriver Alain Rocher. T'es où? Alain. Bon, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton mouvement du 22 mars? Qu'est-ce que tu as connu du 22, etc. Alain Rocher est une des personnes qui a été interviewée dans le livre. Et donc, pour continuer sur la diversité des personnes, voilà, il va se présenter lui-même. Il était responsable des OSU, du PSU. Et donc... C'est un peu trop long, tu le cites dans le bouquin. Mais là, avec Gilbert, on parle, tu parles dans ton bouquin de la fameuse soirée à l'INSA. On a empêché un film sur Kennedy. Voilà, on était ensemble, on venait de la Cité Lanchfer. Et c'est un gars qui s'appelle Alain Layek. Il était piqué la bobine. Pour ça, il n'y a pas eu de projection. Enfin, ça a déclenché une bagarre générale. On avait déjà commencé en 67 avec Jean-Jacques Serran-Schreiber. Voilà, je me souviens de ça, oui. Ouais, tu te souviens, ouais. Voilà. Bon, ben, 22 mars, les issues, on était un certain nombre. Voilà. Comme c'était en lettres, évidemment, on était un certain nombre de lettres avec nos copains, des concurrents, là, voilà. Et puis, il y avait le gros noyau à l'INSA. Après, bon, qui fournissait des troupes, voilà,
choc. Et, bon, on a participé à toutes les manifs, les événements, tout l'ont rencontré. Hein, bon. Mais encore une fois, ce qui a attiré, c'est l'action. C'est l'action. Bon, enfin, pour revenir au bouquin, c'est vrai qu'avec les trimards, on a eu des problèmes, non pas avec la fraction intello, mais avec un peu les gars qui, je me souviens avoir désarmé un type qui collait des pneus sur le quai avec son poignard. Bon, on avait peur qu'il foute le feu aux bonbonnes de gaz dans la cave, etc. C'était horrible. Bon, il fallait toujours être vigilant, etc. Puis les provocateurs. Il y a dans un bouquin qu'il y en a un qui était démasqué, comme ça. Bon, bien sûr, les flics envoyaient des gens. Alors, je me souviens d'un truc marrant. Quand j'étais à la prépa à Lancette, à la Martinière, il y a un type qui s'appelait Thibaudet. Bon, il avait trouvé son agrègue sous Vichy dans une projet de surprise. Bon, il était royaliste, plus ou moins. C'est un agent à Pradel. Il se pointe à la fac. Et alors, on l'a pris et on lui a fait croire qu'on allait le jeter dans la piscine. Dans l'espèce de marque qui va au milieu, comme ça on l'a amené, voilà, on va te noyer, etc. Il a dû chier dans son froc, bien sûr, on l'a pas fait de mal, il est reparti, le collègue était venu, mais bon, pour dire un peu l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là, quoi. Bon, c'était un peu porte ouverte, c'était très folklorique, bon. Mais enfin, nous, en tant qu'étudiants, on était un peu présents, mais enfin, en tant que PSU, on était, je veux dire, dans un front avec la CFDT, qui éditait ce fameux journal du Rhône, je ne sais pas si certains le connaissent, j'ai plus la posée par là. Il m'a demandé de me le journal du Rhône sur une clé. Et donc je vais lui passer. Voilà, c'est intéressant de relire tout ça, quoi. On arrivait à distribuer un quotidien quasiment tous les jours. Ça se faisait ici à la Croix-Rousse. On venait par les articles, on venait par des traboules comme ça pour pas être suivi. On repartait pareil. Et c'était l'imprimerie Pau chinoise qui était là, qui nous imprimait ça. Et encore, ça partait vers les usines, les facs le matin. Oui, en sachant ensuite, juste pour compléter un peu, l'imprimerie qui est devenue UPN, Parle fort, Alain. Parle plus fort. Parle fort. L'imprimerie qui imprimait qui est devenue UPN après, qui était celle d'un petit groupe maoïste aussi, Centre marxiste-léniniste de France, elle était la suite d'une imprimerie qui était en Suisse, qui était du FLN. Donc, le fondateur Leclerc et plusieurs ont été expulsés de Suisse en 61-62, et c'est eux qui tiraient toute la presse du FLN pendant la guerre d'Algérie. Alors, ils avaient squatté une partie de la rue Burdeau et des Pentes, ils étaient très actifs, mais ils avaient une librairie, la librairie qui était Du Canut, le Canut, non. La Troy, commune. Rue Burdeau, Guen Van Troy. Ah, Guen Van Troy, oui. Et ils mettaient leur matériel à disposition de tous les groupes de gauche, on peut dire, d'extrême gauche. J'ai vu qu'il y a eu une attaque contre la librairie. Mais c'est pas une fois qu'il y avait eu une bagarre, il y avait les flics qui étaient venus et on s'était planqués, ils avaient attaqué, moi je me rappelle de cette affaire. Et on s'était... Non mais, une bagarre, on s'était battu contre les mecs, les flics étaient arrivés, on s'était planqués. Personne n'y était à cette bagarre, la Croix-Rousse. Il y avait Daniel Guyenne, je me souviens, on s'était planqués derrière une poubelle tous les deux. Alors. Mais non, mais c'est quand même, et c'était à ce truc-là justement. Tu cites la rue Bordeaux. Alors, je vais citer quelque chose que le mouvement libertaire ne connaît pas. C'est que 11 rue Bordeaux, mon père a fondé en 1947 une revue qui s'appelle Révolte, je l'ai déposée aux archives, qui était le CLAGE, le centre de loisirs des laïcs des auberges de jeunesse. C'était la tendance trotskiste libertiste qui correspondait au PCPCI et puis à la Fédération anarchiste. Et donc il y a toute une génération jusqu'aux années 50 qui avait son chef ici, il y avait pas mal d'actions. Et une bonne partie de ces cadres-là, ensuite, a aidé le réseau FNL. Mon père et sa compagne, on est Florel, qui a décédé un peu, ils faisaient passer les armes et les personnes à la frontière suisse, ou Maurice Chaumat, qui était aussi de ce groupe libertaire, les recevait de l'autre côté. Enfin bon, voilà, sur les plans de la Croix-Rousse, il y a toute l'histoire de ces militants, et malheureusement, il y a peu de choses dans le métron, tout ça. Moi, j'ai énormément de documents, mais bon, je les ai déposés aux archives, et si ça intéresse des étudiants, faire des mémoires là-dessus, etc., il y a vraiment une grosse matière qui n'a pas été explorée. Dans les années 50, au moment de Rivière la Peste, comme ça, ce groupe avec les anards, ils ont enfoncé des flics sur le pont. C'est pas la première fois, ils les ont foutus à l'eau, etc.
Il y a un colosse qui s'appelait Tardif qui était boueur à Tassin, il en prenait 3 à la fois. Tout ça, c'est des petits détails, mais bon, c'est vrai que c'est dans une mémoire et c'est jamais vraiment été exploré. Il y a d'énormes influences. Il y a Jimmy Mo qui bouge là. Archive, Alors, archive, archive. Ce que... Peut-être que vous pourriez nous reparler un peu, les uns et les autres, où est-ce qu'il est passé, Everest, de ce que vous faisiez au groupe Bakounine avant 68. C'est la révolution. On discutait, on distribuait des tracts. Je me rappelle qu'on avait distribué des tracts à l'ouverture du carrefour de Vénissieux en disant qu'il ne fallait pas y aller. Pendant ce temps, il y a un copain qui faisait ses courses dedans. On avait sorti un petit journal qui, sauf erreur, s'appelait Le Drapeau Noir, qu'on avait distribué dans les boîtes aux lettres aux Minguettes, parce que déjà à cette période, on pensait que c'était bien de toucher le peuple, quoi. On n'a pas eu d'écho. On avait, avec Nerslo d'ailleurs, qui était à l'INSA à cette époque-là, il nous avait transporté, enfin, on était parti en voiture à 2 reprises, avec un truc, il disait, il faut faire gaffe, c'est dangereux et tout. Alors le premier truc, c'était pour le consulat d'Espagne, qui était franco à l'époque, quoi. Bon, ça fait une petite tâche, rien du tout. Le deuxième truc, c'était une tente de l'armée, enfin de l'engagement à l'armée, place Carnot. Ça fait aussi juste un petit truc, alors que pendant ce temps, on faisait semblant de s'embrasser, enfin tout ça. Bref. Donc ça, oui, j'avais déjà commencé à travailler. Alors, est-ce que c'était avant? Oui, c'est parce que après 68, je pense qu'on s'est plus ou moins reformé, en tout cas. Enfin, pas tout de suite. Dates, pas tout de suite. Quelques années après. Oui, beaucoup plus tard. Oui. Ça, je peux te le... Et toi, Everest, est-ce que tu te souviens... Non, mais avant 68 au groupe. Moi, je suis arrivé en octobre 67, donc je peux pas trop raconter. Quand même, l'année 67-68, tu dois bien te souvenir. Oui. On participait aux manifs, la Rodia et tout ça. La Rodia, oui. Alors là, je crois que tous les gens qui sont là ont tous participé aux manifs de la Rodia. Oui. Moi, j'étais étudiant et on savait qu'il allait faire. Oui, tu étais avec Nerslo, enfin, vous étiez copains. J'étais à l'INSA aussi. Ouais. Enfin, jamais. Je voulais dire... En tant qu'étudiant en chimie, il a été autorisé à rentrer dans la radio occupée. Ouais. Sûrement parce qu'il pensait qu'il était la future chef et qu'on était bien des affaires. Jean-Paul et moi, on est rentrés dedans dans la radio occupée. Alors je me rappelle de quelqu'un qui a été important pour moi à cette époque-là, c'est Michel Marcellat. Très bien. Parce que je me rappelle qu'à cette occasion, justement, il s'est interposé, enfin, en disant, c'est pas à nous d'occuper l'usine des ouvriers, c'est à eux de savoir ce qu'ils vont en faire. De toute façon, on ne pouvait pas y rentrer. Hein. Et le même Marcellat, sur les quais du Rhône, il y avait un mec que tous les gens avaient reconnu comme un fasciste, un nazi, je sais pas quoi. Et on voulait lui casser la gueule. Et il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, un procès ou quoi? Enfin, et le même Marcellat aussi, dans une assemblée générale, il y avait un mec fromentin qui n'arrêtait pas de parler et tout. Et un copain, Bernard Fromentin. Oui, un copain, Fernando, qui est maintenant dans le Midi, avait essayé de parler et évidemment il n'y arrivait pas. Donc, et Marcellat s'était levé avec Fromentin qui voulait arrêter donc le Fernando en question, en lui disant, ta gueule, tu nous as emmerdé pendant une demi-heure avec tes discours, tu laisses parler les autres. Il avait une place pour moi, très importante. Enfin, il a marqué. Michel. Oui, ça c'est sûr que Michel Marcellat est aussi une figure du passé, aujourd'hui décédé. Donc... Mais son père aussi, hein, c'était quand même... Oui, et sa mère. Parle-nous, Christo, dis-nous un mot sur Antoine à la fac. La seule chose que je peux dire, c'est que comme il y avait Antoine des affiches partout qui disaient, si vous voyez quelqu'un bizarre et tout, et moi je préviens tout le monde en disant, je viens de repérer un flic en civil. Bon, c'était le père Marcellat. Je ne savais pas, et je suis allée dire. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le père Marcellat, c'est-à-dire Antoine, est un militant anarchiste
Mais c'était un vieil Italien avec sa machin. C'était un ébéniste. Et puis tout le monde, oui, mais tout le monde à l'époque soupçonnait tout le monde. Quelqu'un le disait tout à l'heure. On regardait les gens un peu des fois soupçonneux. Et c'est vrai qu'on se disait, on nous disait qu'il y avait des flics en civil. Et c'était d'ailleurs certainement le cas. Mais on regardait les gens, on se disait est-ce qu'on connaît ou pas. Voilà, on doutait un peu des gens quand même quand on ne les connaissait pas. Donc Christo, très perspicace, identifie un flic en civil. J'ai vu un vieux. Patatrac, c'est Antoine Marcelat, un des plus vieux anarchistes vivants à Lyon. Mais bon, l'erreur est humaine. Le père de Michel. Bon, est-ce que tu peux nous dire peut-être, pour ceux qui par hasard pourraient ne pas le savoir, qu'est-ce que c'était que la lutte antifranquiste avant 68 ? La place que ça avait quand même, ce que t'en sais, ce que t'en... Tu peux dire quelques mots. Moi, j'ai été baigné dedans. Tu peux en dire quelques mots quand même, Fernando. Je suis fils de réfugié politique et activiste. Ouais. Moi, depuis tout petit, j'ai vu passer des gens qui passaient chez moi et qui partaient là-bas pour tuer Franco. Il n'y en a aucun qui est revenu. Là-bas, c'est-à-dire en Espagne. Ouais. D'ailleurs, là, je t'avais parlé de Conessa, t'en parles que tout le monde a connu, quoi. Donc c'est vrai que de tout petit, j'ai vu ça, quoi. Et ça a toujours été, puis même plus tard, puisque même après 68, il y en a encore tué. Bien sûr. Et moi-même, j'y suis allé, j'ai pas été bien loin. Mais t'es revenu. Ouais. T'es revenu. J'ai rien fait. Et donc cet événement que tu racontes, Alain, avec Nerslo, c'était un attentat. Oui. Enfin, oui, un attentat contre le consulat d'Espagne, contre Franco. Voilà. Mais d'après toi, ça n'avait pas été très monumental. Je pense pas que ça a eu beaucoup de répercussions. Il manquait de chimiste. Oui, le chimiste avait pas été. Oui, alors Nerslo. C'est pas qu'elle est sortie de la cible de l'INSA et il n'était pas assis. Nerslo proteste contre ta défaillance de mémoire. Je transmets. Il a été étudiant en chimie, pas biologie. Ah oui, tout à fait. Oui. Non, mais c'est après qu'il s'est. Non, mais c'est moi qui avais sorti l'acide. Il n'était pas assez dissous. Tu sais, l'acide pur sur du cul, ça fait rien. Je voulais faire arracher une dent. Bon, alors, cette fac, à un moment, donc, il a décidé de la... Alors, le mouvement commence en mai 68. D'abord, il y a le 1er mai, qui est un peu raconté par certains témoins. Le 1er mai 68, là... Plusieurs personnes d'entre vous y étaient. Bon, et puis... Alain y était, non, je pense. Alain y était, oui. Alain Charnot. Oui. Oui. Et puis, ça commence avec l'INSA. Tu peux peut-être nous dire un peu pourquoi l'INSA? Pourquoi est-ce que l'INSA a pris un rôle comme ça? Il y était. Peut-être la composition sociale des étudiants. Et le campus. Ouais. Le phénomène du campus, puis bon, c'était pas des étudiants destinés à devenir des chefs, quoi. Enfin, des chefs de haut niveau, quoi. Oui, des cadres. Ouais, c'est une école d'ingénieurs à 4 ans, c'était... C'était une innovation, cette école, oui, enfin bon, il y a toujours une innovation à un moment. Oui. Celle-là, elle était un recrutement, un concours. C'est la première INSA, non, l'INSA de Lyon. Ouais. J'ai un copain, moi, qui est à l'INSA, alors il m'a parlé de ça, il était donc un petit peu après vous. C'était une innovation dans les écoles d'ingénieurs. Au lieu de faire des classes prépa, on prenait des gens... Elle était intégrée plus ou moins. Ah, comment? Il y avait un an d'intégration. Voilà, et un peu humaniste, enfin bon, ça changeait un peu des... Ouais. C'est pas polytechnique, c'est pas... Moi, je suis rentré sur dossier. Je suis rentré non seulement dossier, je suis rentré en 2e année. Donc, je suis rentré sur dossier, sur entretien. Quoi. Voilà. Donc il y avait des gens qui avaient des sensibilités différentes, je sais pas moi, les arts métiers. Ouais, puis il y avait des gens qui arrivaient en 2e année, qui avaient déjà des BTS, enfin pas des BTS, je sais pas s'ils existaient à l'époque. Non. Brevet de technicien, ou des gens qui avaient déjà bossé avant. Moi, mon copaya, c'était. Enfin, mon copaya, c'est. La paya, c'est le truc sur lequel on travaille. Mon copaya, c'était un mec qui bossait depuis 10 ans déjà, en chimie. Donc ça, c'était une singularité. C'était pas central. Voilà, c'est ça. Et alors, tu expliques très bien dans le livre pourquoi est-ce que l'INSA a pu se mobiliser non seulement plus vite, mais plus activement que les autres facs. C'est peut-être pour ça, je sais pas. Des intérêts différents des autres.
peut-être, mais je crois que... Parce qu'il sortait peut-être plus. Non, mais il y a rencontrait cet des argument que tu gens. expliques dans le livre qui est... Campus. Campus, Voilà. internat. On était Ouais, tous ensemble. c'est aussi On- vrai qu'on vivait là. la bouffe, les haut-parleurs que vous avez utilisés pour diffuser les mots d'ordre. Bon, ce qui n'était pas possible à la fac. Non, mais c'était possible dans d'autres écoles d'ingénieurs où ça s'est pas passé. Oui. Ah oui, ça. Non mais le campus, oui, ça il c'est vrai. existait déjà. Central, le campus existait déjà. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est C'est vrai que c'était. L'INSA, c'est pour Cœur de Lyon, mais bon. Non, c'est en pas un quart d'heure, t'étais à Lyon, quoi. Oui, mais enfin à l'époque les transports n'étaient pas les mêmes. Ouais, non, mais bon, c'était quand même la ville, quoi. Bah oui, Même si c'était un point de C'était un peu dehors. le chantier quand même autour. Ouais, mais bon, c'est quand même encore un peu la ville, quoi. Donc ça démarre par l'INSA. Il y a d'abord eu un meeting sur le campus le 3 mai. Et c'était qui avait organisé ce meeting? C'était PSU, enfin ESU et UNEF. Mais il y avait déjà, ça bougeait déjà à Paris. Ça commençait. Non, c'était le procès. En même temps. Ça commençait. Ça commençait. C'était pas le 3, c'était le 5. C'était après le 4. Quoi donc, le meeting? Ouais. Le meeting qui n'a pas tourné en manif, c'était le 3 mai. Non, c'était après la manif de Paris. C'était en même temps. Bah, le soir même peut-être, mais bon. Le soir même. Ils avaient su, on avait envoyé Ken Brock à Paris. Donc il est revenu dans la nuit. Il a participé à la manif de Paris, il est revenu dans la nuit, il était le MINSA, j'en aurais Ken Brock était le on MINSA. a connu ici comme Radio Canu. Voilà. Donc c'est lui qui a allumé le feu en arrivant directement comme ça, dans sa bagnole. Oui, Gilda. Mais moi, à mon avis, c'était le 5. Mais bon. Je crois que c'était le samedi et pas le vendredi. Oui. Enfin, le vendredi, on a dû se chauffer ou je sais pas quoi. Un peu, oui, mon neveu. Oui. J'ai pas lu le livre et est-ce que sur Lyon, moi je viens de Nantes, donc de l'autre bout de la France, est-ce qu'il y avait des situationnistes ou des choses comme ça sur Lyon? Les gens qui les lisaient, mais pas. Oui, il y avait Jean-Yves, il y a Berriot. Berriot était à moitié à Grenoble, donc. Oui, il était beaucoup. Oui, il était beaucoup à Lyon. Alain Rocher, tu as retrouvé des documents sur la diffusion des situationnistes à Lyon. C'est Gérard Mouret et Claude Charrère qui ont imprimé à la MNEF une brochure avec des textes. On voyait d'ailleurs De Gaulle en train d'enculer Michel Droit, un truc comme ça, il y avait des illustrations. Ça, c'est une affiche. Voilà, bon. Et bon, mais beaucoup s'est perdu. J'ai retrouvé l'enveloppe et quelques bouts que j'ai mis aux archives. Mais ce qui veut dire que ça a bien été diffusé dans Lyon. Il avait distribué. Donc ça, c'était en 68. 67. 68. Un recueil de textes. Voilà. En quelle année? En 68. Pendant juillet, je pense. Ils ont fait ça après. Ah d'accord, non mais moi je parlais de la... en juin, je pense. En juin-juillet, Ouais. pendant des élections. Ils ont reproduit le document de la mise à milieu étudiant. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il est certain... Et le truc de droit, le truc de Michel Droit, la voix de son mec, Oui. semblait. Le titre de l'affiche, Oui. et on voyait C'est- deux en train d'enfiler Michel Oui, Droit. oui. Et c'était pendant le mouvement. Ça. Oui, Ça, c'est une les affiche Beaux-Arts. de Paris. C'est les Beaux-Arts de Paris, cette affiche. Tu vois, Oui, oui. Sylvain, il dit dans sa chrono que le 6 mai, c'était à l'INSA et il y avait déjà les lycéens du collège technique, les élèves de Oui. lettres, alors, enfin qu'on appelle lettres maintenant. Oui. on appelle- Oui. Dès le début, donc les jeunes. Mais si, mais c'était le lundi. Oui, c'était le lundi. Lundi. Une précision Oui, mais- importante sur les affiches. Bon, il n'y a pas eu d'affiches originales créées à Lyon dans les événements 68. Ouais. Il y avait l'école d'architecture aux Beaux-Arts, des gens qui reproduisaient des affiches de Paris. Oui. Voilà. Et on les reproduisait à Lyon 2. Et à Parce que je Lyon, travaillais à l'imprimerie. Ah ouais, bon, ça, Je je travaillais. la circulation. J'étais Par mandaté. contre, à la rentrée de la cité d'Enfer, on a créé l'atelier Rosa Luxembourg. C'est Éric Gère qui nous a montré comment on faisait les sérigraphies, tout ça. On a tiré des dizaines d'affiches pour les comités d'action, ateliers ouvriers, etc. Oui, mais là tu me parles de 69. 68. Non, non, Longefère. Oui, 68, 69. C'est le monde après. C'était un type qui s'appelle Alain Layec, dont j'ai déjà parlé, là, qui recouvrait les panneaux publicitaires. Et le Grand Brest avait fait une affiche. Il se met un balai comme ça, Jean-Pierre. de ses couilles.
et je bande mieux avec Publistyle. Donc, Ah, mais je à me l'époque, souviens de cette affiche. c'était totalement nouveau, ce genre C'est de... vrai que c'était bien. On voit toutes les C'était semaines très Charlie, créatif, ce genre, Jean-Pierre, voilà. Hein. Et donc, mais tout a disparu, parce que les originaux étaient dans une vieille ferme qui s'écoulait sous les pluies, et malheureusement, on n'a pas de traces, on ne voyait pas de Ah traces. ouais. Et des nuits entières, on tient des affiches comme ça. 66 secondes, c'est le changement du monde NEF. C'était en gestion directe par la NEF. Donc on était chez nous et on ne voit pas on était. Mais enfin, les flics étaient tout autour, arrêtaient les gens qui sortaient. Voilà, je suis bien parce qu'il était venu me demander respectueusement de tirer la côte du coq. Respectueusement, peut-être pas. Si, respectueusement. Bon alors, ça commence Comme à c'est moi qui avais l'ordre chauffer. dans la main, je veux dire, c'était respectueux. Ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer à l'INSA et finalement, il est décidé en comité restreint, finalement, d'occuper la fac de Lyon, la Sorbonne ayant été occupée dans la nuit du 10 au 11 mai. Donc, plusieurs ici ont participé à cette occupation. Le 11. Le 11. Le 11 mai. Donc, est-ce qu'il a fallu déceler les portes? Non, c'est ouvert. Bon, on était devant la fac de droit en train d'interdire des examens. Oui, Bah, qui était? Moi, je me souviens, je suis monté sur le toit pour les drapeaux. Ouais, ben, on est rentré, on a fait la course, on Taper a le zinc premier en pour plus. voir, On suit pas de La course. Et puis on a occupé quoi. Et puis à ce moment-là, vous avez occupé donc. Et alors à ce moment-là, il faut mettre les drapeaux, Daniel. Alors, tu cites d'autres gens. Moi, je suis allé mettre un drapeau Moi, je me rouge, souviens avec Roland qui est allé mettre un drapeau noir. On est monté sur le toit de la fac. Hein. Ouais. Moi, j'ai mis le rouge et lui le noir. Ouais. Et ce Son gars-là, couleur. qu'est-ce qu'il est devenu, ce gars? Ah, il est à Paris, je pense. Il est à Paris. Roland, oui, il est à Paris, à la Fafas. Il Mais était il de la était à la Fafas. Fafas au début. Roland Delazy, il de était de la Lizy. Fafas. Non, sur site à la Fafas. Moi, je l'ai rencontré à la Fafas, moi. Hein. Entre autres. Il y avait un autre gars qui était un. Ah, mais il y a d'autres gars. Oui, mais il y en avait d'autres. Bah, bien sûr. Tous fils de pasteur. Tous fils de pasteur. Il y avait un recrutement important. Francis Piton. Francis Piton, Roland Delazy, qui venaient donc des étudiants protestants. Lesquels protestants. Pierre Delors. Ah oui, Pierre Delors. Lesquels protestants nous prêtaient leur local. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que je dis une connerie? À la CIMAD ou à la Fafas pour se réunir? À la Fafas. À Fafas. Pendant mai. Vers la presse. Ouais, vers la presse. Donc, la Fafas, pour ceux qui ne savent pas, les jeunes, là, quand il y a des jeunes qui ne comprennent pas de quoi on parle, il faut réclamer. Hein. Si on est trop elliptique, il faut réclamer des précisions. Hein, parce que la Fafas, c'est la fédération des étudiants français, des étudiants chrétiens. Mais lesquels chrétiens sont donc chrétiens, certes, protestants. Mais tout le monde pouvait rentrer, hein. Tu venais avec un copain, je veux dire, c'était pas... Chez les vieux protestants, on appelle ça la fédé. Rôle très important. Tu étais sur l'occupation de la fac de droit. Oui. Alors, je vais vous raconter. Capievic se pointe et demande à rencontrer. Capievic le fils? Non, le secrétaire fédéral du PCF. Ah, Il le demande père, à parler aux étudiants, etc. Bon, alors, je me précipite. Bon, et je lui dis bonjour. Camarade. Je lui dis mon nom, il est devenu vert. Parce que Et qui c'est ce Capievic? Jean Capievic, le secrétaire fédéral du PCF, un vieux stalinien. Et donc au moment de la grève de la Rodia, il a dit que les responsables étaient Roger Rocher, mon père, et Paul Dutel, des lambertistes. Alors ils étaient pour rien du tout. C'est-à-dire Ils étaient pour rien du trotskistes. tout, mais c'était ses ennemis, les titistes, etc. depuis 1947. Bon. Et donc s'il y avait quelque chose, c'était forcément les trotskistes qui avaient tout mélangé. En fait, pas du tout. S'il y avait des trotskistes, c'était plutôt Voix ouvrière qui était là. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux, Voix ouvrière. Voix ouvrière. Bien sûr. J'avais un un ami, oui. Donc il est devenu tout C'est un vert, il a raisin. tourné les talons, il est parti. Donc voilà, le drapeau est planté. Toi aussi, tu as planté les drapeaux? Non, je me souviens quand moi je suis monté sur le toit, je me souviens de ça, et qu'on a. Il y a des espèces de sculptures en zinc en dessous du paratonnerre, qui font une espèce de décor. Et on a tapé dessus à coups de pied pour pouvoir monter sur ce truc-là et accrocher le drapeau. À la fac de lettres? Ouais. Bah, tu vois, il y a eu beaucoup de Et drapeaux alors à la j'ai fac vu de longtemps lettres. déformé.
Ils ont mis longtemps avant de réparer, peut-être. Ouais, parce que toi, t'as cassé. Vous savez, le drapeau pour Lafayette, il a était flotté tout sur la cabossé. mairie du 3e, pardon, jusqu'aux élections de juin. Hein, quand on est parti, bon, ils sont venus, les employés de la ville sont venus, ils n'osaient pas rentrer, etc. Ils l'ont décroché, mais il a flotté jusqu'aux élections de juin. Hein. Mais malheureusement, il personne n'a pris faut de photo. préciser que c'est le loco de la gel. Oui, c'était les locaux de la GEL, oui, c'est très important. Et du restaurant universitaire qui servait quand même de lieu de retrouvailles vaste, au moins 300. Tous les jours, on allait bouffer à ce resto et on pouvait se retrouver là, quoi. Voilà, donc l'occupation. Dans l'occupation, j'ai d'autres récits dans ce livre pour donner un aperçu de la chose. Il y a eu une cantine, n'est-ce pas, Fernando? Une cantine à la fac. Ah ouais. Tous les trimards, les pauvres, on allait bouffer là. On n'entend pas, Fernand. Hein? La cantine Ravachol. On allait tous les Restaurant trimards, on allait Restaurant manger à la Ravachol. cantine qui s'était montée à Restaurant la Pâques, quoi. Ravachol. Restaurant Ravachol. Même si c'était des sandwichs, c'était un restaurant. Ouais. Et alors, pour C'est financer, Sylvain qui l'avait, c'est Sylvain qui l'a créé avec Manolo. Avec Manolo. Quand on l'a Oui. ramené de N. Quand vous l'avez ramené de N, du pavillon N à l'hôpital Grange-Blanche. Aussitôt, il est sorti de du service psychiatrique pour créer le restaurant Ravachol. Voilà. Et donc, ce restaurant était financé, entre autres, par la vente des affiches que nous vendions. C'était des reproductions de ce qui se faisait à Paris. La bouffe qu'on piquait aussi. Et la bouffe qui était piquée. Absolument. Bon, sans compter les bouteilles de champagne du doyen. Alors, il y a des bouteilles de champagne, car quand on occupe quand même, on ne va pas mener un train de pauvres. Donc, bouteilles de champagne, s'il te plaît. Bah rien, vous avez récupéré la cave. T'en as pas gardé une pour aujourd'hui? Non, mais on s'amusait, on faisait des concours à boire comme ça, tu sais, tu te rappelles bien. Mais le truc, c'est qu'on les avait mis chez moi. Donc, j'habitais rue Paul-Bert. Je couchais souvent à la fac, mais quelquefois je rentrais, histoire de vous dire, je décompresse. D'ailleurs, le jour où je suis rentré, on m'a chouré. Alors, j'aurais mieux fait de pas rentrer, mais bon, c'est l'histoire. Et on les amenait là et on buvait, et tout ce qu'on piquait, on y posait là, la toche du doyen qu'on avait pris, tout ça. Et quand les flics ils sont venus m'arrêter, là, et ils ont vu toutes ces bouteilles, ils étaient heureux comme tout, des cocktails Molotov qui hurlaient de joie. C'est pour ça qu'on m'a accusé de fabrication de cocktails Molotov, d'engins explosifs. Et moi, j'avais beau leur dire, mais franchement, les cocktails Molotov, ça se fait jamais avec une bouteille de champagne, il faut un fond plat. Bien sûr. Mais bon, tu leur dis ça, ils sont voilà. flics, hein, ils touchent pas. Mais non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, ils ne pouvaient pas comprendre. Et d'ailleurs, même, ça a été la risée, puisqu'au procès, après, c'est ce qu'on disait, c'est que on me disait, ah ouais, mais vous avez piqué le truc du doyen, là, sa toge. On disait, oui, mais c'était pour rigoler. D'ailleurs, quand je suis arrivé chez les flics à Vauban, la première chose qu'ils ont fait, c'est de la mettre et de rigoler. Et d'ailleurs, on a fait pareil. Hein. Mais c'est la vérité. Et c'était vrai en plus. On se moquait, c'est tout, on s'en avait rien à foutre de sa toge. Les bouteilles de champagne, c'est nettement plus intéressant. Alors, suite à la manifestation de Lyon le 24 mai, qui était un vendredi, si je ne me trompe pas, où il y a eu donc une émeute et des barricades, dont vous trouverez le plan reproduit ici, un peu pâle, mais enfin, on peut quand même le lire. Là, un plan initialement dessiné par Sylvain et repris entièrement par Jérôme Rouleau, géographe. Bon, au cours de ces affrontements, il y a donc cette histoire dont tout le monde parle tout le temps quand il s'agit de mai 68, et surtout dès qu'il est question de Lyon, la mort d'un commissaire de police. Bon. À la suite de la mort de ce commissaire de police, ils se sont mis à chercher des coupables. Bon. Donc, il y a eu des ordres un peu plus répressifs qui sont arrivés, il a fallu trouver des coupables. Bon. Et alors... C'est pour ça qu'ils arrêtaient tout le monde, après la sortie de la fac. Seuls les fils espagnols, présents ici d'ailleurs, avaient la combine, parce que alors ça, tous les étudiants, ils traversaient en face, hein, carrément, pour aller en ville, par exemple, tu vois. Alors que les fils espagnols, comme Evresse, Manolo, eux, ils faisaient des grands détours pour jamais se faire prendre sur ce pont où on arrêtait tout le monde. Voilà, parce que eux, leurs parents qui avaient fait la guerre d'Espagne, les anards, ils leur avaient donné les petites combines quand même. Et c'est vrai en plus. Ah, c'est vrai de l'expérience des vieux des fois.
Ah bah, leurs parents. Et c'est Ils avaient quand même ainsi, fait, qu'un beau fédération matin, anarchiste, hein. un beau matin, du 27 mai au matin, à 6 heures du matin, on est venu frapper à la porte de Christo. Et qu'on a pris mes bouteilles. Ouvrez, police, et qui sont venus l'arrêter. Ils en cherchaient d'autres, et ils en avaient arrêté 2 autres, un garçon et une fille, qui ont été arrêtés puis mis en tôle. 2 autres qu'ils ont cherchés. Enfin non, ils avaient... Attends, excuse-moi, mais ils avaient déjà arrêté, justement en traversant le pont, ils avaient arrêté Esther de Pardon, et le Tché, qui habite Poitiers, là. Le Tché. Et le Non, Tché, voilà. mais Oui, pas le le Tché de ta sœur. Mais non, le Tché, bien sûr que si. Le Tché, quoi. Oui. Et ben, eux, ils avaient donné mon nom, et c'est pour ça qu'ils sont... Et voilà, j'ai été vendue, en fait. Ah, voilà. Et c'est ainsi que, voilà... Ils sont venus chez moi, mais enfin bon, on va dire, les filles, tu connais quelqu'un, nanana, bon, faut se mettre c'est facile de dire maintenant, on ferme sa gueule, mais bon, t'as les filles en face, et qui te disent alors... allez, dis des noms, on donne tous les noms qu'on connaît. Moi, je donnais des faux noms quand ils m'ont interrogé, mais bon, j'inventais, je faisais semblant de réfléchir, pour les avoir. Mais c'est des flics quand même. Ils savent faire pour nous faire parler quand même. Ils sont là pour ça. Voilà, et c'est ainsi que notre première prisonnière politique, enfin les 2 premières femmes et un homme de Lyon, ont fait l'expérience de Montluc. Et voilà. Ben moi, comme moi j'étais mineur, j'étais au secret, parce qu'on était des détenus politiques, donc ce qui faisait chier, c'est qu'on parlait à personne. C'est vrai que c'est pas marrant pendant 3 semaines. Mais bon, moi, j'avais toujours espoir. D'ailleurs, comme j'étais, depuis décembre 67, je prenais la pilule. Donc moi, j'avais dit au matin, je veux avoir ma pilule. Et la pilule. Et donc, ils m'apportaient tous les soirs, ils ouvraient la porte et ils me glissaient mon comprimé de pilule. J'avais demandé à l'avoir en prison, quoi. Et puis quand j'ai entendu la manif libérer nos camarades, moi je me suis habillée, les matons ils ouvraient, ils me regardaient, moi je m'habille, tout. Et on me demande pourquoi, je dis on vient de délivrer. Pour moi, c'était ça. Hein, c'est une vraiment, manifestation qui a eu lieu ça, le 11. J'y croyais Le vraiment. 11 juin. Après, j'ai compris que non. Et puis après, j'ai entendu les trains qui reprenaient, donc je me suis dit, voilà, c'est fini. Il y a eu des voilà. différents pourquoi cette manif. Il y a eu des différents pourquoi cette manif. Ils ne voulaient pas les tribes, mais finalement les tribes ils sont venus. Ils ne voulaient pas les tribes, oui, mais finalement les tribes sont venus quand même. Les tribes sont venus quand même. Il y avait Chiraud et puis d'avant. Alors ils avaient des noms, par exemple Chiraud de Déglingue. Moi je me suis toujours souvenu de ce nom-là. Chiraud de Déglingue. C'était un des noms, tu t'en souviens? Chiraud de Déglingue, le Gitan, Kakou, Yankee. Enfin, ils avaient tous des noms, c'est trimard à proprement parler. Oui, des noms de trim. Des noms de trim, voilà, qu'ils s'étaient donnés. Donc c'est le début de la fin, le mois de juin, hein, ça ne fait que décrescendo. Les premiers, un certain nombre de copains considèrent que ça commence à barder et ils vont se planquer à l'étranger. Par exemple, Sylvain, en Italie, tu peux nous dire, Gemma? Juste dire qu'il était fou comme Non. Il est arrivé, on a vu que ce gars qui était recherché par la police, qui était recherché par tout le monde, mais il est resté plusieurs mois. Hein. Oui, 6 mois. Oui, mais il est allé à Monaco, il a dit je suis la fédération anarchiste en exil. Et ça, il le faisait à tous les coups, ça. Ah non, là. Il est resté 6 mois chez vous à Carrare, tu veux dire? À Carrare. Il a été copain, dit-il. Est-ce que c'est vrai? Mais enfin, il dit avec Pinelli. Mais bien sûr, Pinelli venait tout le temps à Carrare. Ah, alors tu vois, c'est vrai. Donc c'était chez vous qu'il était. Ah oui, vous voyez. Si tu veux, on avait fait un congrès international. Oui, oui. Ah oui, très juste. Ah, c'est pour ça qu'il était. D'accord. Et donc, le congrès des fédérations anarchistes. Et donc, oui. Où il s'est pris un maillot. Et puis, si tu veux, il venait tous les ans à Carrare parce qu'ils avaient une location à côté de chez nous. Donc, on se connaissait bien. Sylvain? Non, Pinelli. Ah, Pinelli. Ah, bon, oui, oui. Et donc, bien sûr, à ce congrès, après, avec comme Bendit qui voulait qu'on leur donne une journée
rien que pour mes 68, ils n'ont pas eu la journée. Ça faisait des mois qu'on organisait un congrès international, on n'avait pas donné la journée, mais ils sont arrivés après l'histoire, tu la connais, quoi. Oui, parce que Sylvain a raconté qu'il était à Carrare. Donc Carrare, c'est le congrès international des fédérations anarchistes internationales. En juillet 68, il est connu parce que, il est connu dans la légende, si je peux dire, à cause de l'affrontement entre le vieux anarchiste français Maurice Joyeux, qui était le patron de la fédération anarchiste avant mai 68, et Cohn-Bendit, le premier disant c'est moi qui ai tout fait, et l'autre lui répondant à peu près, ce n'est pas vrai, c'est pas toi qui as tout fait. Donc affrontement entre les vieux et les nouveaux. Ce congrès est connu pour ça. Voilà. Et donc Sylvain, pour assister à ce congrès, il fallait un mandat de la fédération anarchiste. Il a donc créé, mais pas tout seul, ils étaient 22, la Fédération anarchiste monégasque en exil. Et il y avait 2 fédérations anarchistes monégasques. C'était les mêmes membres, mais bon. En plus, ce qu'il faudrait dire, c'est quand même important, c'est que bon, il a fallu des mois et des mois pour préparer ce congrès. Comme vous dites, avec du thé, ils arrivent, les loups, etc. Et ils voulaient qu'on bloque le congrès, qu'on bloque une journée entière pour parler de mai 68. Il n'était pas question qu'on bloque une journée parce que vous êtes là-bas. Il y avait des gens qui étaient venus de Chine, du Japon. C'était génial, c'était géant. Moi, j'ai vécu ça une fois seulement dans ma vie, quoi. Et donc, il y avait des décisions. Il y avait des gens qui venaient au congrès, et après, conventistes et les autres, qui étaient à la plage. Marina di Carrara. Et c'est là où donc, ils y allaient, etc., pour discuter. C'était vraiment très, très, très bizarre. Mais à Carrare, ils étaient fous, ils n'avaient jamais vu ce bordel. Pas seulement les anarchistes classiques, mais les autres aussi. Et nous, pendant ce temps-là... Sur la fuite, moi je ne suis pas sur les dates et le nombre de gens qui sont partis. Tu sais pas? Non. Ben, on sait ceux-là. Non, mais il y a... Bon, moi je me souviens d'avoir été, comment on dit maintenant aujourd'hui, pas extradé, comment on dit exfiltré. Exfiltré à Marseille. Donc c'était après la dissolution des ligues dissoutes. Non, après la dissolution du Parlement. Ah. Puisque le problème c'est que je suis arrivé avec un mec de l'INSA qui m'a amené chez lui, je ne sais pas dans quelles conditions, et que le lendemain je me suis pété avec son père parce qu'il y a un mec qui est venu en disant qu'il se présentait aux élections. Et c'était une raclure, enfin gaulliste, je sais pas quoi, donc je suis rentré dedans et il m'a foutu dehors, quoi. Je suis reparti à Montpellier. Je suis reparti à Lyon. Donc ça va être je sais pas, c'était quoi la dissolution, c'était quand? Ça, je me rappelle pas le Parlement, hein. Je me rappelle pas la date. Puis je suis remonté à Lyon, puis je suis redescendu pour aller chercher Jean-Paul. Mais si tu as fait la manif du 11 juin, donc ça veut dire que c'est la deuxième quinzaine. Ça a été aller-retour, quoi, parce que je me suis pété tout de suite. Et pendant ce temps-là, nous, vers quelques-uns, une petite bande, nous sommes restés en bande avec Françoise Routier, je sais pas, Daniel, non, toi tu étais en Tunisie, Christo, Michel Marcelat, non pas Manolo, Michel Marcelat, Roch Lyonnais, et nous voilà partis en bande à Gourgas, l'annexe de Félix Guattari. Non, c'était l'été. Début juillet. Oui, mais moi je voulais revenir sur un truc qu'on n'a pas soulevé tout à l'heure pendant la période là de. En fait, maintenant on est tous avec nos portables et tout ça, mais il y a une chose qu'on oublie, c'est que les seules infos qu'on avait à l'époque, vu que la radio ça disait que des conneries et puis les journaux aussi, c'était que les copains qui pouvaient aller à droite à gauche. Et ces copains itinérants qui allaient à Toulouse, à Bordeaux, et qui revenaient en disant j'ai des infos, ça, on a oublié ça. Et pourtant, on avait les infos que comme ça. Les mecs qui disaient je suis allé à la manif, ils revenaient de Paris, mais les infos, on les avait que quand les gens venaient. Ils mettaient une journée pour venir. Et maintenant, on a les infos autrement. Mais on a vécu une période où on avait les copains, c'était le mec qui arrivait en disant j'arrive et j'apporte des nouvelles de Nanterre, de ci, de ça. Alors, les grosses institutions comme l'AGEL, par exemple, l'UNEF, etc.,
avaient des téléphones, ils avaient des responsables et des représentants, et ils se téléphonaient. Mais évidemment, ils Non, avaient mais beau moi, je être... parle des copains de nous, quoi. Justement. Voilà. Mais ils avaient beau être des militants politiques aguerris et responsables, ils parlaient au téléphone, tout en disant, il ne faut pas parler au téléphone. Exemple, attends, Alain, exemple. X téléphone à la Gel pour lui dire, est-ce que tu as bien la liste des bagnoles de flics? L'autre lui répond oui. Il faudrait surtout pas qu'elle se perde. Le flic, à l'autre bout, qui écoute ça, il note, c'est pour ça que je le sais, bien tranquillement, un tel a dit au téléphone à de la Gel, est-ce que tu as bien tous les numéros des Ouais, bagnoles? mais quand même, Norbert et Jay, ils avaient radio flic, on écoutait tout, on savait bien tout ce qu'ils faisaient. Ça, c'est un... Oui, enfin, tout le monde s'espionnait, quoi. Ça, c'est tout à fait vrai, mais c'est un autre biais d'information. Mais c'est pour dire que les militants responsables de hautes institutions, eux, ils avaient le téléphone, et entre Paris et Lyon, ils se téléphonaient. Vas-y, Alain. Oui, alors il y en a un qui était très bavard, c'est Marc Jante. Oui. Oh là là. Il racontait sa vie aux flics, etc. Comment tu l'appelles, Marc? Non, mais c'est... Bon, enfin bref. Le pauvre. Bon. Il a mal fini à ETF, vous savez, on l'a retrouvé en face de nous pour Super Phoenix, quelques années plus tard. Enfin, c'est une histoire. Enfin, on filtrait, et on se relayait à l'entrée pour filtrer. Et j'ai vu Raymond Avrier de Grenoble, il y a 2 ans, Anticor, lui a remis un prix pour sa lutte contre Carignan, vous le connaissez, Raymond Avrier. Et Carignan, oui. il se souvient qu'il arrive à 1h du matin de Paris, et qu'il m'a réveillé, je dormais derrière la porte, justement, on filtrait un peu. On avait fait une sorte de blocos là-bas. Et puis, sous les toits, il y avait 2 filles qui s'appelaient Maud Grillet et voilà, non. Enfin bon. Et 2 filles qui tapaient nuit et jour, comme ça, des textes, des Roméo, etc. On allait déjà, les femmes tapaient. Il y avait un centre là-bas opérationnel, un peu. Oui, d'accord. On a occupé nuit et jour à se relayer, à faire des tracts, etc. Ils étaient salariés, là. Ils étaient salariés de la fac. À la nef. Bon, alors écoutez. C'était les mêmes locaux. C'était au-dessus de Je vous propose de continuer cette discussion autour d'un verre de l'amitié qui nous est offert par le CEDRATS et la CL, et continuer de raconter, de vous souvenir. Tu pourrais nous dire, Claire, qu'est-ce que tu as trouvé d'extraordinaire dans les archives des flics? Alors dans les archives des... Oui. Comment? Oui, la Bah, photo. c'est déjà intéressant, quand La même. photo d'Everest. Alors j'ai trouvé, pour moi, d'extraordinaire. Voilà. Les archives de Lyon sont les archives les plus détaillées que j'ai consultées. Bien. Plus détaillées que celles que j'ai consultées aussi à Bordeaux, Nantes et Paris. Parce qu'à Lyon, ils m'ont donné tout. C'est-à-dire, la police, c'est une administration. Une administration, ça doit faire des comptes rendus. Donc ils font des comptes rendus de tout. Mais donc, et puis ils le font à leur chef, à leur chef, à leur chef, à leur chef. Donc à Bordeaux, je n'ai eu droit de consulter que les synthèses réalisées par les chefs du sommet. Et pas le détail aujourd'hui. Tandis qu'à Lyon, j'ai eu tout. L'informateur, un tel prof communiste a dit dans la fac telle chose, il a dit à un telle chose et telle chose. Hop, c'est noté. Tel étudiant a dit, oh mais on va aller attaquer la fac de droit ce soir. Tous les mouchards, les indicateurs, j'ai pu consulter ça. Ensuite, comment est-ce que le flic du dessus fait la synthèse de ces indications? Ça, j'ai pu le consulter. Puis, etc. Donc, tout. Et ce qui a été pour moi le plus bouleversant, premièrement, je n'ai trouvé aucun copain, personne que je connaisse ni de près ni de loin, qui soit un mouchard ou un indicateur. Personne. Ça, c'est un. C'est déjà ça. Les indicateurs. Non, mais absolument. Ça c'est pas du tout la question. C'est-à-dire, d'abord, beaucoup sont anonymes, mais de toute façon, manifestement, c'est pas comme ça que ça se passe. Les informations, elles viennent des écoutes téléphoniques, des écoutes dans la fac, des gens qui sont des bavards, des badauds, et qui parlent, qui racontent n'importe quoi. Les flics ne comprennent rien du tout au début de mai, absolument rien. Mais comme ils ne comprennent pas, ils marquent tout. Donc ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ils marquent. Et puis au bout d'un moment, ça finit par être comparé d'une ville à une autre, etc. Donc
ils finissent par se sortir des espèces d'interprétations qui sont les mêmes, d'ailleurs, au point de vue global, d'une ville à l'autre. C'est-à-dire que, finalement, ça circule beaucoup entre province, Paris, ministère, et voilà. Par exemple, l'idée que les trimards sont des voyous, des délinquants, c'est une idée qui vient quasiment du sommet et qui est répercutée dans toutes les villes. Tout d'un coup, ils se mettent tous à dire ce sont des délinquants, des voyous, des machins. Au début, ils disent pas ça. Et puis, ce que j'ai surtout trouvé, c'est à l'autre bout, si je peux dire, de la chaîne, alors Marcellin, le ministre, est nommé fin mai, 31 mai à peu près, et à partir de là, tout change. Jusqu'à la manif des gaullistes, quoi, à peu près. Tout change, en gros. Et là, le nouveau ministre de l'Intérieur envoie des ordres extrêmement violents et fermes de répression. Répression supplémentaire à ce qu'il y avait eu avant. Avant, ils essayaient de sauver les meubles. Bon, répression supplémentaire. Et dans le cadre de l'opération de répression, ils ont eu peur. Tout le monde disait, d'ailleurs, ça allait recommencer en octobre. Donc, pendant l'été, le ministre demande à toutes les villes, tous les départements, de faire un rapport sur mai 68 pour le ministre, en vue d'empêcher la reprise. Et là, tu as des rapports. Oui, j'ai vu ces rapports. Et là, c'est intéressant. Les RG. Et là, c'est stupéfiant, parce que autant ils n'ont rien, ils ne savent rien début mai, autant je peux te dire que quand ils signent leur rapport fin juillet, là ils ont compris. Par exemple, Françoise Routier, militante connue, engagée en 1956, Parti communiste, célèbre à la MNEF, dans les années, toutes les années de session, de responsabilité, militante officielle, pas clando. Bon. Il ne la cite pour la première fois que le 27 mai, c'est-à-dire le jour où elle va parler devant le théâtre de la Cité, Escalité, un truc qu'a organisé notamment Alain et d'autres. C'est la première fois où il la cite, alors qu'elle est très connue. Donc ils n'ont aucune idée de rien. Non. Non, mais c'est non seulement ça. C'est eux qui comprenaient rien. Mais par contre, à partir de là, ils ne la lâchent plus. Le 14 juin, il y a une réunion du 22 mars à la fac, tout ça, et l'indique note. On a vu Madame Routier et Cochet venir aux nouvelles, etc. Mais j'ai plus pu la suivre, j'ai perdu sa trace. Après, ils ne la lâchent plus. Mais le plus stupéfiant, c'est donc cette analyse globale que font les flics pendant l'été. Et là, on n'apprend pas des choses puisqu'on les a vécues. Mais évidemment, on apprend qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir répressif et comment ça se construit et comment se construit un État et comment ils ont compris la situation. Et là, ils savent que le mouvement n'est pas parti du Parti communiste, qu'il n'est pas parti des syndicats, qu'il n'est pas parti des grosses institutions, voire même UNEF, PSU, etc., qu'il est parti de gens qui sont tous plus incontrôlés les uns que les autres, et que, évidemment, on va essayer, les flics, de les canaliser pour essayer de limiter les dégâts. Et c'est comme ça qu'ils se mettent à faire la chasse aux groupuscules gauchistes dissous, aux militants, comment dirais-je, en carte, les cadres, les petits soldats de la Révolution. Tous les chefs trotskistes se font arrêter à Paris le même jour, tous. Les Mao, et c'est ces fameuses années qui sont décrites dans le livre de Maurice Reisfuss, mai 68, sous les pavés, la répression, qui dure jusqu'en 74, le règne de Marcellin, et là, ils essayent effectivement de flinguer tout ce qui bouge. Et c'est dans ce même contexte qu'ils arrêtent des trimards. Nous disions, on a arrêté des trimards parce que ce sont des boucs émissaires. Oui, évidemment. Mais la répression n'a pas arrêté que des trimards. La répression a également arrêté des militants politiques, sauf qu'ils ne les ont pas gardés, des militants politiques. Ils les arrêtent un jour, 2 jours, ils font leur fichier, ils les relâchent. Mais, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça y est, j'ai oublié. Mais les trimards en revanche. Mais les trimards en revanche, exactement. Mais les trimards en revanche, ils les gardent parce que eux, évidemment, ça nous avions raison, ne sont pas soutenus par un appareil politique quelconque autour. Mais, en revanche, ils les gardent, entre guillemets, à bon escient. C'est-à-dire que les flics ont fini par comprendre pendant l'été que les trimards ont été des insurgés parmi nous.
Et d'ailleurs, c'est là où effectivement Merriman a raison, c'est un imaginaire des flics, parce que les flics donnent aux trimards un rôle bien supérieur à celui qu'ils ont eu dans la réalité, bien supérieur. Mais ils les arrêtent quand même, parce que les flics et le pouvoir politique pensent que ce sont eux qui nous ont appris à nous battre, et que ce sont eux qui se battent. Et certes, ils se battent, et ça c'est vrai, et beaucoup plus probablement que ce que j'ai trouvé, mais il y en a d'autres qui n'étaient pas trimards et qui se battaient aussi. Bon, donc voilà, c'est ça qu'on apprend. Ouais, et là, ça, c'est les combats de rue, quand tu lis les synthèses, ça s'appelle synthèse, de toutes les régions, et j'en ai lu 3. J'ai lu celle de Paris, de Lyon et de Bordeaux. C'est impressionnant de voir comment se construit un savoir policier. Et ce savoir policier, il est faux et pas faux. Il est faux en ce qu'il est policier, mais il n'est pas faux. Quoi va continuer. Moi, je te dirai. Voilà. Il y a des choses qui ne sont pas fausses. D'autre part, il y a une chose que moi, il me semble, j'ai pas le fin mot de l'histoire, mais il me semble, pourquoi l'armée, reste une question. Pourquoi l'armée n'a pas intervenu en mai 68 ? N'est pas intervenu. Oui, n'est pas. Moi, je N'est. fais mon correcteur. Pourquoi je n'en sais rien, je n'ai pas vu les archives de l'armée, et je ne sais pas si quelqu'un les verra un jour, et je ne sais pas si un jour on aura la réponse. Mais ce que j'ai vu, en revanche, c'est que le préfet de Nantes, Gildas, le préfet de Nantes, Vier, il écrit noir sur blanc dans les rapports: nous avons eu affaire à des barricades, des combats violents, nanana, les trimards, qui ne s'appellent pas les trimards à Nantes, les zonards, bon, les étudiants, les barricades, les pavés, tout ça. Bien sûr, nous aurions pu ce soir-là l'emporter, mais j'ai pensé que c'était à un prix que je n'ai pas voulu engager. C'est-à-dire qu'il est clair que alors, le préfet de Lyon est bien plus salaud que celui de Bordeaux et celui de Nantes. C'est indéniable. La façon dont il a traité nos histoires à Lyon, je veux dire les de Raton Munch, etc., c'est une saloperie finie, bien supérieurement. C'est de la politique. Ouais, c'est ça. Oui, mais à Bordeaux aussi, c'est de la politique. Ils ont été... c'est leur à Bordeaux aussi. Il a levé la main. Oui, pardon. Pour dire sur la nullité des policiers, puisque bon, moi j'étais à la même histoire que Christo, après fabrication des côtés, le moteur et tout, il y a un mec, Esther de Pardon, avait balancé mon nom. Oui. Le reste, ils ne connaissaient pas. Donc ils ont cherché, ils ont cru que c'était un nom et pas un prénom. Donc ils ont chopé un mec qui s'appelait Evraert, qui était le fils de Missoff, enfin le gendre de Missoff. Le ministre de... Et donc quand moi je suis allé me livrer chez les flics en juillet 68, je suis arrivé comme ça et ils ne m'avaient pas identifié en fait. En juillet 68 ? Bah oui. Ah oui, après j'étais en Suisse. Mais on était partis. On était sortis. Quand je suis rentré en juillet pour... comme Jean-Paul Merslow l'avait fait avant, moi il m'a dit bon c'est bon, on y va, on va pas en tôle, etc. Oui, mais et en fait il ne m'avait pas identifié. Oui, mais je suis arrivé comme chez Jules, comme un con, tu vois. J'aurais pu passer au travers. Ernest, à un moment il l'appelle Ernest. Il faut le faire d'avoir un prénom pareil, que personne n'a, et que les flics ne réussissent même pas à le choper. Oui, mais quand de Pardon, attends, vas-y, vas-y Gilda. Vas-y Gilda, vas-y. Moi j'étais trop jeune pour faire 68 et je suis encore un gamin, un vieux gamin. J'aimerais bien savoir sur Lyon s'il y a eu autant de liens entre les étudiants, les ouvriers et les paysans qu'il y a pu y avoir à Nantes. Non, je vais te répondre, mais je vais te répondre rapidement parce qu'on a dit, on a quand même dit qu'on ne ferait pas toute l'histoire 68. Je vais te répondre rapidement. Non. L'action paysanne fondamentale de mai 68, c'est Nantes et le Sud-Ouest. À Lyon, il y en a, mais très peu. Excusez-moi, pardon. C'est mal explicable parce que le MODEF était vachement plus fort, par exemple. Je finis ma phrase, merci.
Oui, dis. Puis après, on par va rapport voir. aux ouvriers dans les usines et tout, ce qui s'est passé à l'aérospatiale, dans quelques usines à Nantes, là, excusez-moi. Oui. Il y a eu ce genre de choses à Lyon, je pose la question. C'est avec Rodia. On va parler parce que Avec tu la as Rodia, mais posé pas beaucoup les de paysans. questions et on va oublier, c'est quand même important. L'armée, pourquoi ils ne sont pas intervenus? Oui. Rappelez-vous que la guerre d'Algérie, à la fin de la guerre d'Algérie, c'est 6 ans avant. Mais c'était pas si loin. C'était tout près. C'était les mêmes. Donc ils avaient qu'une peur, c'est que les régiments se soulèvent. On a vu par la suite les comités de soldats, etc. Oui, ce que tu penses. Il y avait toujours l'OAS. Quelques unités de para, etc. Mais bon, il y avait quand même beaucoup de Lyonnais en Allemagne, etc. Et donc ils étaient au courant, et ceux qui sont venus ont dit on ne l'aurait pas laissé faire, on aurait peut-être Il y a ça aussi. Alors, tu parlais de ce que les gens ont fait l'été. Attends, on parle des témoignages à Lyon. Nous, le PSU, on était avec d'autres forces au comité Vietnam national. Il y avait les PABIS, il y avait la LCR, et il y avait beaucoup de dissidents du parti communiste, comme Jean-Pierre Vigier et d'autres. Donc on est parti à Cuba. On avait réussi à avoir des vols par les Pays-Bas, etc. Avec au retour, on était 600, 700. Au retour, à poil, la mitrailleuse dans le dos, etc. Tout confisqué. Moi, j'ai réussi à passer des pellicules dans mes chaussures. Tout ce que je ramenais, tout confisqué, etc. Bon. Et donc, on est tous dans un bouquin vert, les gauchistes marcelins, et ils ont dit qu'ils allaient ouvrir les archives en 2020. Donc on pourra voir toute la liste de ceux qui ont été... Alors juste un mot pour répondre à ta question. Ce qui est délirant, c'est que l'Algérie était répandue depuis 6 ans. Ouais. Et on n'en avait absolument pas conscience. Alors écoutez... Ceux qui avaient 20 ans ne l'ayant pas vécu directement, ils se merde. Alors, un mot sur l'Algérie, puisque vous en parlez, et puis on va boire un coup. Sur l'Algérie, attends. Sur l'Algérie, ça fait partie également des choses qui sont complètement obscures et qui ne sont pas étudiées concernant mai 68. Il y a eu un pourcentage très important de Maghrébins combattant dans les émeutes de toute la France et participant aux manifestations. À Lyon, tout ce qui concerne la partie côté préfecture du Rhône, Lafayette, ce sont les gens de la Médina, ce qu'on appelle la Médina de Lyon, c'est-à-dire le quartier de la Guillotière au sens élargi, en grand bataillon, qui se sont battus et ont fait les barricades, accompagnés d'ouvriers, notamment de chez Berliet, etc., qui étaient des, comment dit-on, des fugitifs de leurs organisations centrales. Ce sont ces gens-là qui se sont battus, qui ont été arrêtés dès que possible le jour même et expédiés manu militari, sans la plus petite procédure, renvoyés, expulsés du pays et renvoyés dans leur pays d'origine. Il y a eu un tribut de combat très important en mai 68 des travailleurs immigrés, et en particulier maghrébins. Et peut-être que Alain, tu pourrais nous raconter... Non, maghrébins en général, algériens surtout. À Lyon, les flics de l'OAS, ils jetaient les mecs dans le Rhône, et les mecs, on les retrouvait au barrage de Pierre-Bénite. J'aimerais que tu nous dises... Et ils faisaient des ratonnades, et ils jetaient les mecs. Les flics de l'OAS. Donc tout ça, ça fait partie de l'histoire à venir, à faire. Il va falloir le faire. Voilà. Si vous le voulez bien maintenant, je vous invite tous à venir boire en